Passons au vert, la chronique environnement et nature, avec Samuel Blois. Pourquoi y a-t-il autant d'espèces ? Autant de formes, de couleurs, de façons de respirer, de se nourrir, de se reproduire ? Pourquoi une telle foison d'êtres vivants, du plus minuscule au plus imposant ? Et pourquoi certains disparaissent-ils aujourd'hui, si vite, alors que d'autres résistent depuis des millions d'années ? C'est une question simple, presque enfantine, mais elle cache l'une des plus grandes énigmes de la biologie. Qu'est-ce qui pousse la vie à se diversifier autant ? Et surtout, qu'est-ce qui menace cette diversité aujourd'hui ? Passons au vert. Épisode 1. Alors que la 6e extinction de masse est en cours, la première causée non pas par une météorite ou un volcan, mais par une seule espèce, la nôtre, il est urgent de comprendre ce que nous sommes en train de perdre. Car derrière chaque espèce, il y a une histoire, une trajectoire, une logique, une fonction, et toujours l'autre et nous-mêmes. Il suffit encore une fois d'ouvrir les yeux, d'écouter, de fouiller un peu. La vie est partout et sous des formes innombrables. Du plus petit tardigrade au plus grand cèdre du Liban, des coraux aux champignons, des bactéries aux oiseaux. On estime aujourd'hui qu'il existe entre 10 et 100 millions d'espèces sur Terre, dont à peine 2 millions ont déjà été décrites. Mais alors pourquoi autant de formes ? À quoi sert cette abondance ? Et comment expliquer que la nature ne se soit pas contentée de quelques modèles qui marchent ? Aujourd'hui, Passons au vert va tenter de vous expliquer pourquoi il y a autant d'espèces de vie différentes sur Terre. Avant même de parler de diversité, parlons d'héritage, parce que chaque être vivant est un message. Un message codé, transmis, parfois modifié, parfois copié à l'identique, parfois réécrit à la marge, comme une phrase qu'on murmure de génération en génération. Ce message, c'est l'ADN, et à travers lui, la mémoire du vivant. Chez tous les êtres vivants, des plus simples aux plus complexes, il y a une constante. Ils sont tous constitués de cellules qui portent en leur cœur un alphabet commun. Ce code, c'est le génome, une longue séquence de lettres, A, T, G, C, qui détermine tout. De la forme des ailes d'un papillon à la couleur d'un œil, au parfum d'une fleur, mais aussi à la manière dont un organisme respire, digère, résiste ou se reproduit. Mais ce génome, si précieux, n'a de sens que s'il est transmis. Et c'est là que l'aventure commence. Chez certains organismes, la transmission est directe. Une cellule se divise en deux, et chaque fille est le clone parfait de sa mère. C'est le cas des bactéries, de certaines plantes, des coraux. Ce mode de reproduction asexué est efficace, rapide, stable, économique. Pas besoin de partenaires, pas de perte en ligne. On perpétue un patrimoine génétique qui marche tel quel. Mais cette fidélité a un coût. Elle limite la diversité. Chaque individu est une photocopie. Or, face au changement, à la maladie, aux parasites, la copie exacte devient parfois une faiblesse. La reproduction sexuée, elle, repose sur le mélange. Chaque individu reçoit une moitié du génome de sa mère, une moitié de son père. Et chaque combinaison est unique. Ce brassage constant génère des individus nouveaux, plus ou moins adaptés, mais surtout différents. C'est là l'une des grandes sources de la diversité des espèces. Le vivant teste, expérimente, explore au gré des unions. Et parfois, une mutation s'invite dans le jeu. Un accident de copie, une lettre échangée. La plupart ne changeront rien. D'autres seront délétères. Mais de temps à autre, une mutation ouvre une porte. Elle rend un individu plus résistant, plus fertile, plus agile. Elle devient alors le point de départ d'un changement plus vaste. Et pourtant, dans cette course à la transmission, il y a bien des paradoxes. Certains individus ne se reproduisent pas, mais participent pourtant à la transmission des gènes. C'est le cas chez les fourmis, les termites, certaines abeilles. Dans ces sociétés complexes, les ouvrières sont stériles, mais elles élèvent la progéniture de leur mère, la reine, avec un zèle acharné. Pourquoi ? Parce qu'elles partagent avec cette descendance une grande partie de leur patrimoine génétique. En aidant leur mère à reproduire plus de sœurs, elles maximisent indirectement la diffusion de leurs propres gènes. C'est le principe de l'altruisme apparent, se sacrifier pour mieux répandre son ADN, par procuration. À l'inverse, certains comportements dits égoïstes maximisent la reproduction individuelle, même au détriment du groupe. Le paon déploie une queue magnifique pour séduire, quitte à s'exposer aux prédateurs. Chez certaines espèces, les mâles tuent les petits d'un rival pour que la femelle soit de nouveau fécond. Ce n'est pas moral, ce n'est pas immoral, c'est de l'évolution.
Et la sélection naturelle n'a pas de morale. Elle favorise ce qui marche, ce qui se diffuse. Mais il ne faut pas opposer trop simplement altruisme et égoïsme. Dans la nature, tout est question de balance, de compromis. Ce qu'on appelle altruisme chez une fourmi ou égoïsme chez un paon ne sont que des stratégies génétiques, façonnées par des millions d'années de sélection. Ainsi, la diversité du vivant naît de l'intime, dès l'invisible, dans la manière dont les êtres vivants se reproduisent, dans la façon dont ils choisissent ou non de transmettre leur génome. Certains copient, d'autres mélangent, certains se sacrifient, d'autres maximisent leurs chances. Mais tous, d'une manière ou d'une autre, participent à cette immense chorale génétique. Et c'est de cette profusion de stratégies que naît la richesse des formes. Car plus il y a de chemins pour transmettre la vie, plus il y a de chances que certains mènent à de nouvelles espèces. Prenez les pinsons des Galapagos. Une dizaine d'espèces, toutes cousines, mais chacune avec un bec taillé sur mesure. Long et fin pour attraper des insectes, épais pour casser des graines, recourbé pour fouiller les fleurs. Ces pinsons descendent probablement d'un ancêtre commun, arrivé il y a quelques milliers d'années, sur l'archipel, mais sur chaque île, les conditions étaient différentes et au fil du temps, l'évolution a sculpté des espèces spécialisées, adaptées à chaque niche écologique. C'est ce phénomène qu'on appelle la spéciation. Comment une population se divise, s'isole géographiquement, écologiquement, comportalement, au point que les individus ne peuvent plus se reproduire entre eux. Ce n'est plus une seule espèce, ce sont 2 ou 3 ou 20. Longtemps, on a imaginé la diversité du vivant comme une échelle. En bas, les vers, en haut, l'humain, mais l'évolution ne grimpe pas, elle se ramifie. C'est un buisson, un arbre sans sommet, où chaque branche, chaque rameau est une tentative. Une forme de vie née d'un contexte, d'une histoire de contraintes locales. Il n'y a pas de but, pas de finalité, juste une prolifération de solutions. Et plus un milieu est riche, varié, stable dans le temps, plus il offre de niches, d'opportunités, de croisements possibles. La forêt amazonienne, par exemple, héberge à elle seule plus de 10% des espèces connues. Ce n'est pas un hasard. L'évolution agit donc selon plusieurs mécanismes complémentaires. La mutation, bien sûr, qui introduit la variation, la recombinaison génétique lors de la reproduction sexuée, qui mélange les gènes comme on brasse un jeu de cartes, la dérive génétique, qui fait évoluer les populations par simple effet du hasard, surtout quand elles sont petites, la migration, qui permet aux gènes de circuler d'une population à l'autre, apportant de la nouveauté. Et puis il y a les catastrophes. Toutes les grandes extinctions de l'histoire ont été suivies de vagues de diversification. Comme si le vivant, une fois coupé dans son élan, trouvait de nouveaux chemins. L'exemple le plus célèbre, c'est bien sûr la disparition des dinosaures il y a 66 millions d'années. Un astéroïde frappe la Terre, et en quelques milliers d'années, la majorité des espèces disparaît. Mais dans les niches laissées vacantes, des survivants émergent. Des petits mammifères poilus, discrets, opportunistes. Et parmi eux, quelques-uns deviendront les singes, puis les humains. Car l'évolution aime les vides, elle les remplit. Dans les lacs du Rift africain, Victoria, Malawi, Tanganyika, on observe un phénomène fascinant. Des centaines d'espèces de poissons, les cyclidés, ont évolué à partir de quelques ancêtres communs. En moins de 15 000 ans. Dans certains cas, ces poissons ont exploré toutes les niches disponibles. Racleurs d'algues, chasseurs d'escargots, filtreurs de plancton, brouteurs de sable, prédateurs embusqués. La sélection sexuelle y joue aussi un rôle important. Les femelles choisissent les mâles selon les critères de couleur et de comportement. On parle ici de spéciation explosive. Un laboratoire à ciel ouvert de l'évolution en accéléré. Passons au vert avec Samuel Blois.